Bonjour. Dans la dernière vidéo, je vous parlais du temps où il y avait près d'une cinquantaine de dojos dans la région de Québec. Ça soulève une problématique à savoir comment je vais faire pour ne pas oublier personne. Vous comprendrez que c'est une tâche à peu près impossible. Il faut trier et cibler le contenu. Et pour faire ça, j'ai dû déterminer certains critères. Le premier critère, c'est la chronologie. La période, en fait. La petite histoire, dans sa forme actuelle, va se concentrer dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, sur les années 1950 jusqu'en 1980. La raison est simple. Si le dojo existe encore aujourd'hui, puis qui a été fondé en 1980, ça mérite d'être souligné. Lorsque j'aurai fait le tour des principales régions, là, je vais m'attaquer à la deuxième séquence, si on veut, la deuxième période qui va aller de 1980 jusqu'à nos jours. Second critère, on va parler plus de professeurs de judo puis de clubs que de champions. Je vais parler très peu des champions dans des compétitions de masse. Vous savez, la médaille d'argent des Jeux du Québec 1979, catégorie cadet, ceinture verte, moins 30 kilos, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'histoire du judo au Québec, sans vouloir enlever le mérite que ça peut avoir. Et les champions canadiens, les champions provinciaux canadiens, il y en a eu des dizaines et des dizaines au fil des ans dans la région de Québec. Et une petite remarque, certains d'entre vous m'ont écrit pour relever certaines inexactitudes. Je les remercie d'abord pour l'intérêt qu'ils portent à la série puis de l'info qu'ils me fournissent là. Je pourrais facilement rajouter un chapitre s'il y a suffisamment de matériel pour le justifier. Je vais avoir vraiment un portrait exact. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, dire « Ah, t'as oublié telle chose », ça va me faire plaisir de corriger. Il est possible que vous voyez apparaître une photo d'un article de journal qui n'a pas directement un rapport avec les propos que vous entendez au moment où je l'ai dit. Je veux vous faire profiter au maximum du maximum d'éléments pour agrémenter le visionnement. Aujourd'hui, nous allons aborder un peu la deuxième génération de judokas, et ça par ordre chronologique d'arrivée dans le monde du judo. On va parler de Roland Blouin, Daniel Tabouret et Gérard Blanchet. Quand on porte un regard un peu plus critique, ces trois professeurs-là étaient en fait trois concurrents. Mais comme je les ai côtoyés pendant 50 ans et plus des fois, jamais j'ai entendu un de ces trois-là parler en mal des autres. Jamais. Cette concurrence-là, qui était loyale, a obligé chacun d'entre eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. La preuve, à eux seuls, ils ont formé plus de 400 ceintures noires dans la région de Québec. Pensez-y 2 secondes. 400 ceintures noires. Et puis combien de stages internationaux qui étaient tenus soit par M. Blanchette avec les stages au boulot, ou encore avec Daniel Tabouret au stage au dojo de Gifford ou de Beauport. Comme vous savez, je ne suis pas un historien professionnel et ce que je veux, c'est de raconter leur histoire en mélangeant le moins possible les dates et les événements. Mais des fois, ça peut aller du coq à l'âne. Le premier dont on va parler, c'est Roland Blouin. Roland Blouin. Prenez le code moral du judo. Et chaque élément de ce code-là s'accorde parfaitement avec la personnalité de M. Blouin. Puis ceux qui l'ont connu savent de quoi je parle. M. Blouin a commencé le judo en mars 52. Il avait 19 ans, puis il avait eu une longue maladie au poumon, puis ça avait nécessité une hospitalisation. Et il a choisi le judo comme activité de remise en forme. Et là, il est allé s'inscrire au club Judo Québec d'Armand-Wattier, qui lui arrivait d'un stage de plusieurs mois au Japon. Il était membre de ce dojo-là de 1952 à 58. Puis après ça, il est devenu l'assistant de M. Wattier. C'est là que j'ai connu d'ailleurs Roland comme assistant de M. Wattier. Ça, il a fait ça de 58 jusqu'en 1963. À partir de 63, il est directeur technique au club de judo Saint-Sacrement suite au départ de M. Wattier au centre Monseigneur Marcoux. Mais il était demeuré quand même assistant prof dans les dojos de Limoilou, Saint-Malo, Lévis, entre autres. Mais finalement, en 1958, disons que ses principales activités étaient consacrées au centre de loisirs Saint-Sacrement, où il a enseigné pendant 30 ans. Puis, lors de la démolition du centre en 1988, le club a déménagé à Charlebourg. Et puis, ce sont finalement
les mêmes élèves, les mêmes ceintures noires qu'on y retrouve, notamment des gars comme Jean Renaud, Jacques Pouliot, Pierre Baillargeon, pour ne nommer que ceux-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1959, M. Blouin a pris la responsabilité de son propre groupe comme professeur à Lévis. Mais comme je vous le disais, M. Wattier est encore à Saint-Sacrement à cette époque-là. Comme je l'ai expliqué dans le premier vidéo sur le judo de la ville de Québec, M. Wattier, pour des raisons de santé, manquait énormément de stabilité. Il devait s'absenter souvent, puis des fois pour plusieurs semaines, puis le dojo fermait, puis ça devait ouvrir ailleurs dans la ville. C'est pour cette raison-là que M. Blouin est parti, il s'est inscrit au dojo d'Albert de M sur la rue Sainte-Claire. M. Blouin, c'était un redoutable combattant. C'était un redoutable combattant. Tout comme son premier professeur, M. Wattier, là. Pensez-y, là, à cette époque-là, là, les compétitions, là, il n'y avait pas de catégorie de poids, puis il n'y avait pas de catégorie d'âge. C'était tout le monde dans le même bain. Juste une anecdote, lorsque j'étais sur l'équipe nationale, je me souviens d'avoir fait une visite au dojo Saint-Sacrement, parce que moi, je me considère encore aujourd'hui comme un élève du dojo Saint-Sacrement, et j'étais allé faire un randonnée avec monsieur Blouin. J'avais l'impression de rentrer dans un mur de briques à chaque fois que je voulais faire un mouvement avant. Un mur de briques. Il était d'une stabilité absolument incroyable. Beaucoup de gens qui savent ça, mais en 1967, il a obtenu la 3e place au championnat canadien. Lors de ce tournoi-là, il avait battu Mas Takahashi par ippon avec un balayage spectaculaire. Battre un Japonais en tournoi, c'était quelque chose. On avait tous une espèce de complexe face à ces adversaires-là. Il faut dire, par exemple, qu'à ce championnat canadien-là, il y avait 3 catégories de poids, léger, moyen et lourd. Et évidemment, M. Blouin était des légers. Il n'a pas juste enseigné, M. Blouin. Il a aussi obtenu un grade d'arbitre national A en 1975. Et un peu plus tard, en 80, il a été approché par Serge Piquette pour devenir membre de la commission provinciale des grades. En fait, en même temps que moi. Mais M. Blouin était considéré par la commission des grades beaucoup plus qu'un simple juge. Il avait une capacité de dialogue, il avait une personnalité, une intégrité qui en a fait tout au long de sa carrière à la commission un conseiller précieux. Il était vraiment quelqu'un qui était très, très écouté. En 2010, M. Blouin a remis sa démission à la commission des grades. Ben, celle-là a décidé, la commission a décidé, non, regarde, on a refusé en bloc par un vote unanime de sa démission, puis on l'a nommé membre à vie. Puis on l'a nommé conseiller spécial pour, évidemment, pour tout le travail qu'il avait accompli au sein de la commission, mais aussi pour sa grande sagesse. En 1990, il ne faut pas se surprendre, M. Blouin a été intronisé au temple de la renommée de Judo Québec, avec raison. On peut affirmer sans se tromper là, que de 1952, du 31 mars 1952 jusqu'à son décès, M. Blouin s'est toujours impliqué en judo. Quand il était élève, quand il a eu la compétence comme assistant prof, comme professeur, puis je dis bien professeur parce que M. Blouin, c'était plus un professeur qu'un entraîneur, parce que les valeurs véhiculées par Roland Blouin sont beaucoup plus celles d'un éducateur que d'un entraîneur sportif. Mais, par exemple, je dois rajouter qu'il était très fier lorsque son élève André Dupont a battu en Allemagne la championne du monde Myriam Blasco en 1992. Il était vraiment fier de ça. Avec raison, il faut le dire. Hein? M. Blouin, il était toujours sur le tatami. Il était toujours sur le tatami. Il me confie, la dernière fois que je l'ai vu, que jusqu'à 75 ans, là, il s'entraînait les lundis, mercredis et vendredis, puis il avait manqué uniquement 2 fois. Il avait manqué pour les funérailles de son père, puis les funérailles de sa mère. Puis quand on le rencontrait dans les passages de grade, il nous disait qu'il faisait encore des randonnées avec les jeunes, puis il prenait des chutes, même à 80 ans. M. Blouin, malgré les grandes connaissances qu'il avait, il a toujours mis beaucoup d'importance à améliorer ses connaissances et puis sa pratique. Il participait à des stages, des cliniques de kata, des cliniques d'arbitrage. Il était toujours là, il était toujours à l'affût des nouveautés. Il était toujours
il était, comme on dit, à la page. Dans le fond, ce qu'il voulait, c'est suivre l'évolution du judo, puis être à jour. En 1994, lorsqu'il a pris sa retraite comme directeur technique, il a continué à il ne fallait pas se surprendre, il a continué à s'impliquer activement dans toutes les activités du club de judo puis d'aïkido de Charlebourg. Puis on me dit, ah, mais M. Blouin a formé 50 ceintures noires. Ça, c'est pas vrai. C'est inexact parce qu'il était responsable de la préparation des candidats aux examens de ceinture noire. Le club de judo de Charlebourg, il en a formé 80. Il a plus formé 80 ceintures noires que 50, comme on dit. Concernant ses propres promotions à lui, là, dans les 10 dernières années, là, il a été offert, je ne sais pas combien de fois, M. Blouin, de présenter son dossier de candidature à la Commission nationale des grades pour son 6e dan, pour le 6e dan. Il a toujours refusé. Il ne voulait rien savoir de ça. Il ne voulait rien savoir. Il a toujours refusé. Mais ça a pris l'influence de M. Nakamura pour qu'il accepte. Puis je vous rappelle, pour ceux qui étaient là, je me souviens que c'était la même chose pour le 5e dan. Il a fallu encore une fois que M. Nakamura insiste pour qu'il accepte de se présenter, de présenter son dossier. Il était comme ça, M. Blouin. Puis, ça, c'était vraiment lui. Même après avoir appris en octobre 2019 qu'il souffrait d'un cancer agressif, puis il avait une espérance de vie d'à peu près entre 3 et 6 mois au maximum, M. Blouin a accepté de préparer un candidat au passage de Shodan qui était prévu en juin 2020. M. Blouin savait pourtant qu'il n'aura probablement pas le temps de finir la tâche, mais il tenait à faire cette tâche-là. Il tenait à être là. La maladie n'a rien changé à ses présences au club et aux autres activités où il avait l'habitude de participer. C'était ça, Roland Blouin. Sa dernière présence sur le tatami s'est faite le 13 mars 2020 lors du dernier cours donné au club de judo puis d'aïkido de Charlebourg avant la suspension de ses activités pour la cause du COVID. Et M. Blouin est décédé le 27 avril 2020 à l'âge de 87 ans. À ceux qui fréquentent le club de judo et d'aïkido de Charlebourg, dites-vous bien que vous faites partie, non pas d'un simple club de judo, vous faites partie d'une des institutions les plus respectables du pays, de par ses illustres professeurs qui se sont succédés à travers les 70 ans de son existence. Bien sûr, il a changé de nom, mais c'est la même institution. Cette tradition d'excellence-là est maintenue solidement avec l'équipe actuelle. Jean Renaud en tête. Jean Renaud, digne gardien des valeurs humaines de ce dojo-là, de ce grand dojo, et de son extraordinaire équipe. Puis je pèse mes mots. On va maintenant parler de Daniel Tabouret. Daniel Tabouret. C'est le deuxième sur la liste d'aujourd'hui, puis c'est pas le moindre. Daniel Tabouret est arrivé à Québec en 1962. Et il faut savoir que c'est un Auvergnat. Hein. Et c'est un élève d'Henri Margotta. Henri Margotta, c'est un très grand professeur de judo en France, un des pionniers. Et puis il a commencé le judo en 1958 au club de Moulins. Moulins, c'est une ville d'environ 40 000 habitants en Auvergne, comme je disais en France. M. Tabouret avait 18 ans à l'époque. M. Tabouret arrive par bateau en 1962. Puis il travaille, c'est un cuisinier, il travaille au restaurant Le Baril d'Huître, sur la rue Saint-Joseph. Mon père a travaillé là dans les années 50. Tout ça existe, évidemment, ça n'existe plus. Puis M. Tabouret combinait le travail avec le judo. Puis évidemment, il y avait un seul club à l'époque, c'était le club sur la rue Sainte-Claire. Le club de la rue Sainte-Claire au dojo d'Albert de M. M. Tabouret passe sa ceinture noire en 1964. Le même jour que Roland Blouin d'ailleurs, parce que peu de gens le savent, mais ils étaient tous les deux Tori-Uke. L'examen s'est fait au vieux dojo Rokudokan de Montréal, comme on voit sur la photo. Daniel, pendant les 25 premières années qu'il était au Québec, il allait se ressourcer en France tous les ans. Puis, par la suite, pendant 12 ans, un autre grand professeur, Georges Baudot, est venu au dojo de Beauport pour y donner des stages de technique. Puis après ça, c'était Hiroshi Katanishi. Puis après ça, c'était d'autres. M. Tabouret n'a jamais arrêté de faire venir du monde. Quand on parle avec Daniel Tabouret, on peut s'aperçoit que c'est un gars d'équipe. J'ai parlé pour faire cette vidéo-là, puis à chaque réalisation
qui émanait de son club, ben, il s'empressait de souligner que ça serait grâce à mon équipe. Une grande équipe, comme il dit, il disait si bien, c'est toujours une grande équipe. Puis finalement, puis très rapidement, le nom de Michel Boudreau, de son frère Richard, Yvan Morin, de Daniel Garneau, de Diane Amiotte, euh, Diane Amiotte, qui a d'ailleurs un dojo à Baie-Saint-Paul, qui est championne canadienne, puis quatrième dan. Elle a remporté plusieurs médailles internationales, mais ça, c'est une fille de chez Daniel. Puis, un autre trait de caractère de Daniel Tabouret, c'est sa combativité, sa hargne, je dirais même à quelque part, là, à défendre son dojo, ses élèves puis ses idées. C'est un Auvergnat, avec les qualités qui viennent avec. Hein? J'ai appris d'ailleurs qu'en en écrivant ces lignes-là, pour faire le texte, là, que Daniel avait ouvert un dojo en 1964, un dojo à Sainte-Marie-de-Beauce. Ah, l'autre jour, dans le vidéo précédent, je me demandais qui avait ouvert un dojo en 64. Ben, c'est Daniel Tabouret. Daniel prenait le train le mardi en fin d'après-midi, puis allait donner son cours là-bas à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça a duré 2 ans. Le dojo de Sainte-Marie-de-Beauce a été repris quelques années plus tard par nul autre que Denise Tivierge. Elle avait nommé son dojo le Chiaijo. Ce dojo-là a quand même produit, avec l'aide de Daniel, évidemment, Fernande Grenier. Puis Denise elle-même était quand même, Denise, élève de Daniel Tabouret, était quand même championne panaméricaine. Et puis, il y a aussi Nathalie Gosselin, qui est sixième dan, qui vit en Ontario, qui est toujours active en judo, puis à Judo Canada, qui est encore active. Le premier dojo qui a ouvert à Québec, c'était en 1965. La ville de Gifford avait demandé s'il n'était pas possible d'offrir des cours de judo. Bien évidemment, il a accepté. Puis là, il fallait qu'il monte, puis démonte 2 fois par semaine les tapis, les tatamis à l'école. Nouvel Horizon. Parce qu'il ne pouvait pas les laisser dans le gymnase. Si on lui donnait 1$ par tatami qui s'est mis sur la tête, d'après moi, il serait millionnaire. Puis ça a commencé bien, bien doucement. Il y avait 12 élèves. Mais à force de solliciter les instances municipales, vous connaissez Daniel Tabouret, ceux qui le connaissent le savent, là, quand il commence, il ne lâche pas. Là. Il a aménagé dans un beau local, c'était un beau local avant de finalement se retrouver dans un magnifique local, un magnifique dojo de la rue Saint-Clément, où est-ce que le dojo opère aujourd'hui encore. Au dojo de Gifford puis Beauport, Daniel a formé 180 ceintures noires du 1er au 7e dan. Il a fait plusieurs générations de champions canadiens à travers 5 décennies. 4 Olympiens. 4 Olympiens. Patrick, Sophie puis Catherine Roberge. Puis récemment, évidemment, Antoine Valois-Fortier. En parlant d'Antoine, M. Tabouret me soulignait le support qu'Antoine avait eu de ses parents, qui sont des gens tout à fait exceptionnels, des gens formidables. Ben, en fait, c'est à l'image du gars, hein? La pomme n'est pas tombée de loin de l'arbre. Il a aussi formé des administrateurs extraordinaires, des chevronnés. Là. Il y a différents postes à Judo-Québec. On pense tout de suite à Michel Boudreau, on pense à François Piché. François qui avait commencé avec M. Wattier, mais qui a poursuivi avec Daniel Tabouret, qui s'était inscrit à Beauport par la suite. Aussi, il est très rare qu'un homme d'action comme Daniel Tabouret ou d'autres ne soit pas critiqué ou controversé. Ben, Daniel n'a pas fait exception, puis il a eu sa part de problèmes. Ce qu'il faut retenir de ces diversions, puis ces controverses-là, puis c'est que tous les concernés, c'est ce que M. Tabouret me disait, tous les concernés, c'était des gens passionnés. Fait que c'est possible, puis que certains se soient emportés. Mais l'important, selon Daniel, c'est que l'important, il me disait ça pas plus tard qu'hier, c'est le judo. L'important, c'est le judo. C'est pas moi, c'est pas les autres, c'est le judo qui est important. Mais malgré son humilité, là, il y a quand même quelques titres qu'il faut souligner. Arbitre international, membre émérite du temple de renommée, tant comme pionnier, et puis aussi comme c'est un gars qui a formé 180 ceintures noires. Il ne faut pas oublier ça, c'est toute une tâche. Il faut savoir aussi que M. Tabouret
et ceinture noire d'aïkido. Il a fait de l'aïkido, il fait encore de l'aïkido. Il a délaissé un petit peu du judo pour l'aïki. Daniel Tebouré, c'est tout un personnage. Et on peut se compter chanceux de l'avoir côtoyé. Je me considère très chanceux de l'avoir côtoyé, d'avoir côtoyé son équipe, ses athlètes, ces gens-là. Et c'est un monsieur exceptionnel à qui il fallait qu'on rende hommage. Et on ne peut pas passer à côté de l'histoire du judo à Québec sans parler de Daniel Tabouret. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez qu'est-ce qu'il reste à faire. Faites-nous un pouce en l'air. Et puis, si vous voulez recevoir les vidéos de la série La petite histoire du judo, je vous invite à activer la clochette et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Et cette chaîne-là est faite pour être partagée. Là-dessus, je vous souhaite une bonne pratique parce qu'il faut remettre les pieds sur le tapis. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.